Ok, donc bonjour tout le monde. Aujourd'hui, c'est notre première commission d'enquête populaire qui est sur la question de l'hôpital. Alors, qu'est-ce que c'est une commission d'enquête populaire? Je ne sais pas si vous savez, mais il y a des commissions d'enquête qui sont parlementaires où l'Assemblée met des moyens pour pouvoir faire ces commissions. Mais aujourd'hui, l'Assemblée, elle n'a pas tellement encore démarré puisque c'est la semaine prochaine que sont élus les bureaux, etc. Et là, l'objectif, c'était de pas perdre de temps et de profiter aussi de la vague de l'élection pour parler de l'hôpital et mettre ça à l'agenda médiatique. Je remarque que ça marche puisqu'aujourd'hui, il y a les 3 médias du Limousin qui sont là. Donc on est au moins assez satisfait là-dessus. Et pourquoi on le fait en public aussi? C'est pour que s'il y a des gens qui passent, puissent venir aussi éventuellement témoigner, écouter, que ce soit l'occasion voilà, de mettre à l'agenda la question de l'hôpital public. Du coup, je vais vous présenter rapidement et après, je vous laisserai la parole un peu sur où vous en êtes et puis on pourra avoir un échange en questions-réponses. Et enfin, dernier point, l'idée c'est que ça dure une trentaine de minutes parce qu'après on tourne et il y a d'autres gens qui arrivent. Et donc voilà pour l'aspect logistique. Alors tout d'abord, donc Florence, toi tu es infirmière au CHU de Limoges, tu es la secrétaire du syndicat CGT, et ensuite Angélique, donc qui toi tu es infirmière aussi, et tu es à la CGT. Donc, aujourd'hui, moi la première question que j'aimerais vous poser c'est où on en est de l'hôpital. Est-ce que on a quand même vécu 2 années de Covid, on avait le sentiment que l'hôpital c'était primordial, qu'aujourd'hui tout le monde allait faire des efforts, qu'il allait avoir un virage pour l'hôpital, un avant et un après pour l'hôpital public. Aujourd'hui, c'est quoi l'avant, enfin c'était quoi l'avant et c'est quoi l'après? Et est-ce que voilà vous êtes satisfait ou est-ce que plutôt vous avez le sentiment que l'hôpital est dans un pire état qu'avant? Je vous laisse après échanger la parole entre vous deux. Tiens, je te fais passer le micro, Florence. Merci. L'hôpital allait pas bien avant le Covid. Je crois qu'on l'a dénoncé plusieurs fois. On a souvent dénoncé le manque de moyens qui étaient donnés à l'hôpital. On a eu la mise en place de la tarification à l'activité dans les années 2008. Ça a été une catastrophe pour l'hôpital et on a vu au fil des années notre hôpital se dégrader avec des fermetures de lits qui ont commencé, des suppressions de postes. On a eu après la construction d'un nouvel hôpital, hôpital des deux, pour lequel ce sont des suppressions de postes qui ont encore été mis en place et des fermetures de lits pour pouvoir financer cet hôpital. La crise Covid est passée par là et la situation, bien évidemment, ne s'est pas du tout arrangée. Pendant le Covid, on a fermé des lits et ces lits, force est de constater qu'ils n'ont pas été réouverts. Alors, ils n'ont pas été réouverts, pourquoi? Parce qu'entre-temps, on a perdu aussi des personnels, notamment des infirmiers, des aides-soignantes qui ont quitté la profession ou des personnels qui sont partis à la retraite et qu'on n'est pas arrivé à remplacer. Et on est dans un tel état à l'heure actuelle, on est arrivé tellement bas, tellement on a été loin dans la case de l'hôpital, qu'on n'a jamais eu un hôpital qui va aussi mal. À l'heure actuelle, beaucoup dans les médias, on le voit, c'est la crise des urgences. Mais la crise des urgences, en fin de compte, c'est que le côté qui se voit, j'ai envie de dire, le plus facilement par l'opinion publique lorsqu'on a besoin de venir aux urgences. C'est ce qui est le plus médiatisé. Mais en fin de compte, c'est qu'un petit pan de l'hôpital, puisque tout l'hôpital va mal et tout l'hôpital est dans le même état que les urgences. Les manques d'effectifs font qu'on ferme des lits. Tous les jours, on ferme des lits. À l'heure actuelle, à l'hôpital, il y a plus de 150 lits fermés. Donc on imagine bien que si ces 150 lits étaient ouverts, on n'aurait pas la problématique aux urgences, puisque les patients, ils n'attendraient pas des jours, voire plusieurs jours, voire plusieurs jours sur des brancards aux urgences pour être pris en charge. Ça, c'est une réalité. Et à la fois, on a des lits qui sont fermés par des choix politiques budgétaires, mais à la fois parce qu'on n'a plus les personnels et que c'est la seule solution qu'on trouve pour pouvoir continuer à tourner, tellement qu'on manque d'infirmiers ou d'aides-soignants ou de médecins, puisqu'il y a aussi le problème médical. La seule solution qu'on trouve, c'est de fermer ces lits. On a plus de 80 lits fermés sur l'hôpital de Saint-Julien. Donc ça joue aussi également sur la fluidité du parcours patient, puisqu'on a des patients des fois qui sont hospitalisés chez nous, qui pourraient après aller en soins de suite sur Saint-Julien, 60 lits fermés. On a plus de 50 lits fermés sur l'hôpital interne limousin du Dora, Dora, Bellac, la CHL, en fin de compte. Donc c'est énorme. Et on parle très peu, mais moi j'en profite aussi pour en parler. On a la psychiatrie qui, à l'heure actuelle, a plus de 100 lits fermés. Depuis en 4 ans, on a fermé 100 lits de psychiatrie. Mais ces patients psychiatriques, lorsqu'ils se dérèglent, lorsqu'ils vont un peu moins bien, où ils arrivent, et c'est aux urgences du CHU également, et ils embolisent aussi également les urgences du CHU. Donc je veux dire, à un moment, c'est pas que le CHU qui va mal, c'est tout l'hôpital public sur tout notre territoire. Et je crois que c'est très important de faire remonter cette problématique et de trouver rapidement des solutions. Peut-être que vous voulez aussi réagir là-dessus. Je pense aussi qu'il va falloir qu'on revoie sur la formation le nombre de places dans les écoles. Je pense qu'on forme pas assez de monde pour être infirmier, pour être aide-soignant, pour pouvoir combler
tous ces trous. Hein. Et les conditions de travail effectivement actuelles à l'hôpital qui sont difficiles font que l'hôpital a du mal à recruter du monde hein, pour remplacer les gens qui partent, pour remplacer les gens en vacances. Là, les vacances d'été vont arriver. Les cadres s'arrachent les cheveux parce qu'il va manquer énormément de monde et d'autant plus, encore plus de lits vont fermer cet été parce que ça ne pourra plus tourner. Et est-ce que justement on a vu dans plein de villes les services d'urgence qui ferment? Pour l'instant aujourd'hui c'est pas encore le cas à Limoges. Est-ce que ça veut dire que pour l'instant le système d'urgence y tient? C'est pas encore le cas à Limoges. Pour autant, on est quand même sur un plan blanc qui a été redéclenché et on demande à ce que les gens viennent aux urgences lorsqu'ils ont été, j'ai envie de dire, entre guillemets, filtrés par le SAMU ou par un médecin, style SOS médecin. Donc, on commence déjà à restreindre l'accès aux urgences et on n'est pas à l'abri d'être dans une fermeture des urgences partielles comme il se passe à l'heure actuelle à Bordeaux d'ici quelques temps sur le CHU de Limoges. Et alors, justement, il y a eu, mais je reposerai la question aussi à vos autres collègues, il y a eu le Ségur de la santé, pourtant, qui était censé être un choc de l'attractivité pour l'hôpital public. Aujourd'hui, qu'est-ce que vous en pensez d'une part du Ségur et aussi, qu'est-ce que vous préconisez à la CGT justement pour améliorer la situation de l'hôpital public? Alors, le Ségur de la santé, que la CGT n'a pas signé, est fière de ne pas avoir signé ce Ségur. Il a apporté certes 183 € de revalorisation de salaire pour les personnels, mais c'est complètement insuffisant. La CGT réclamait 300 €. 300 €, c'était pas un chiffre annoncé pour hasard, c'était le seul chiffre qui nous permettait de devenir dans la moyenne des salaires des soignants en Europe. On est les avant-derniers à l'heure actuelle sur les salaires versés au personnel soignant en Europe. Donc 183 €, évidemment que tout le monde, notamment ceux qui sont en catégorie C, les plus petits salaires, ont été favorables à cela, puisque c'est quand même un positif, et ça on va pas le nier. Mais à côté de ça, il n'y a rien eu pour l'hôpital. On n'a eu aucun recrutement supplémentaire, on n'a eu aucun moyen, et on n'a jamais revu le financement des hôpitaux. C'est ce qu'il faut revoir à l'heure actuelle. La première revendication de la CGT à l'heure actuelle, c'est qu'il faut que le financement des hôpitaux soit complètement revu et qu'on sorte de cette tarification à l'activité. Peut-être que cette tarification à l'activité, elle peut rester partielle pour générer de l'activité, pour avoir un financement en lien, mais il faut aussi des dotations globales. Tout ce qui est dans l'activité, à l'heure actuelle, Angélique en parlera aussi, tout ce qui est le 3/4 du soin n'est pas pris en compte dans cette activité. Il y a un gros temps passé dans l'administratif. Un infirmier passe un gros temps d'administratif. Je laisserai témoigner Angélique là-dessus. Et tout ça, c'est pas comptabilisé. Donc, je veux dire, on comptabilise vraiment que de l'acte. Mais là, on a un métier humain, on a tout ce qui est relations, tout ce qui est éducation thérapeutique, tout ce qui est l'aide à la personne en fin de vie. On y passe du temps, une personne en fin de vie, ça s'accompagne. Ça, c'est pas quantifié et c'est pas revalorisé financièrement. Donc, c'est pour ça qu'on ne peut pas rester sur un financement de la tarification à l'activité pour sauver notre hôpital. La deuxième chose, le Ségur, on l'a pas signé parce qu'il y avait plein de contreparties. C'était, on vous a donné 183 €, mais derrière, on remet en cause plein de choses. La première chose qu'on remet en cause, c'est notre régime indemnitaire, c'est-à-dire qu'on a des indemnités qui sont des primes qui sont données. On est en train de revoir tout ce système de primes. Alors à l'heure actuelle, c'est pas encore tout fait, donc on sait pas encore, mais on est notamment en train de mettre en place la prime au mérite, alors qu'on avait une prime annuelle qui était versée, et cette prime maintenant, elle va être soumise à des objectifs à atteindre pour pouvoir avoir la prime. Donc on n'aura plus une prime qui sera donnée pour récompenser le personnel d'avoir travaillé, parce que c'est normal. Déjà, une prime, c'est pas normal. On devrait avoir des revalorisations de salaire qui comptent pour la retraite et non pas des primes. Et là, à l'heure actuelle, cette prime, on veut nous la donner au mérite. Donc, ça veut dire que comment on va définir qu'un soignant est plus méritant qu'un autre? À part sur les critères justement de cette mérite. Non, on n'a à l'heure actuelle aucun critère. C'est en discussion. C'était en discussion, donc je pense que ça doit toujours être en discussion au niveau du gouvernement. En tout cas, ça devrait sortir dans les prochains mois, puisque cette prime au mérite, elle se met en place en janvier 2023. Voilà, on avait une prime qu'on appelait une prime d'indemnité sous-gestion, donc c'est un peu spécial, c'est pour les personnels soignants, qui était versée et qui changeait à chaque fois qu'on changeait d'échelon, qu'on évoluait dans notre carrière. Cette prime, elle évoluait. Maintenant, elle est gelée. La prime, elle a été gelée à la date des revalorisations, c'est-à-dire en septembre l'année dernière. Et maintenant, on aura tout le temps le même montant, quoi que ce soit dans notre carrière. Donc, quelqu'un de 20 ans aura toujours la même prime quand il partira à la retraite, à 65 balais, il aura toujours la même prime. Donc ça, c'est inacceptable. Et derrière, c'est surtout qu'il n'y a rien eu en termes de conditions de travail. Et je crois que ça, c'est dramatique, puisque c'est même pire qu'avant.
Donc le Ségur était loin d'être suffisant et n'a pas apporté la réponse nécessaire. Ce qu'on demandait beaucoup aussi avec ce Ségur, c'était du personnel. On voulait des bras en fait, parce que au-delà d'être bien payé, il faut pouvoir bien faire son travail. Et je pense qu'on a tous la valeur de travailler et d'être au plus juste, au plus près des patients, passer le plus de temps possible. Le relationnel est très très important et c'est ce qu'on nous empêche de faire en fait petit à petit au quotidien, ce qui devient très difficile. Et puis je crois aussi que on parle des soignants beaucoup à l'hôpital, mais l'hôpital ne fonctionne pas qu'avec des soignants. Il y a énormément de monde qui gravite autour, tout le côté administratif, tous les techniciens, les ouvriers. Je veux dire, s'ils n'étaient pas là, l'hôpital ne tournerait pas du tout. Voilà, et je pense qu'ils sont grandement oubliés. Eux aussi ont des petits salaires et on n'en parle pas du tout et ils ont de plus en plus de mal à vivre, notamment maintenant avec la crise et l'inflation, et ça devient très très difficile. Sur la question de la prime au mérite, moi je n'avais jamais entendu parler. Et ce que je trouve scandaleux, ça veut dire qu'il y aurait des soignants qui seraient pas méritants. Et alors que pourtant on sort de 2 années de Covid où les gens ont travaillé avec peut-être que c'était moins le cas ici, mais avec des sacs poubelles ou alors sans masque. Et ça pour le coup, c'est le cas ici avec, j'imagine aussi, les masques sous scellés. Donc ça veut aussi dire qu'il y a des soignants qui seraient pas méritants. Moi la question que je me pose, c'est que vous avez dû voir certains de vos collègues partir. Où est-ce qu'ils vont aujourd'hui, vos collègues qui partent? Pourquoi qu'est-ce qui déclenche au moment où ils partent? Parce que justement c'est un métier effectivement qu'on a à cœur de faire en général. Et voilà, c'est où est-ce qu'ils vont en fait, je me demande. Alors, ça dépend un petit peu les générations. Il y en a, comme on va dire, certains qui ont déjà un peu d'expérience de bouteille dans la maison et qui décident de la quitter parce que pour eux, c'est plus possible de travailler à l'encontre de ces valeurs de soignants, justement. Ces gens-là, souvent, ils partent, ils font complètement autre chose, ils quittent carrément la profession, ils partent faire d'autres métiers, ils se reconvertissent. Oui, il y a des gens qui sont partis faire dans de métiers d'artistique ou dans de la vente. Et dans les jeunes professionnels, il y en a beaucoup qui partent faire de l'intérim. Donc ça veut dire qu'ils quittent pas la profession parce qu'ils aiment cette profession, mais ils partent faire de l'intérim parce que sur l'intérim, ils choisissent un petit peu leur planning, parce que ça c'est quelque chose de très important. Les plannings à l'heure actuelle à l'hôpital sont plus du tout respectés. C'est-à-dire qu'on n'arrive plus du tout à concilier la vie personnelle et la vie professionnelle. Donc ça c'est un élément important. Donc les jeunes professionnels prennent de l'intérim, comme ça ils choisissent un peu quand ils vont travailler, et c'est surtout parce qu'ils ont des salaires autrement élevés que ceux à l'hôpital. Donc à l'heure actuelle, un infirmier qui sort diplômé, qui commence à 1700, 1800 euros, c'est plus soutenable, c'est plus entendable, avec les responsabilités qu'on a, les conditions de travail qu'on a, aucun respect sur la vie professionnelle, l'équilibre vie professionnelle, vie privée. Donc voilà, donc c'est les gens qui s'en vont, c'est surtout pour ça. Certains partent aussi beaucoup vers du libéral. Le libéral, à l'heure actuelle, attire aussi, tout simplement parce qu'il y a aussi une conciliation vie privée et vie professionnelle qui est encore faisable et des salaires qui sont encore meilleurs. Donc c'est aussi un des éléments pour lesquels les agents partent sur d'autres secteurs. Et comment vous appréhendez la 7e vague de Covid dont on parle en ce moment? Est-ce que ça vous fait peur, ou est-ce que vous dites c'est bon, on a l'habitude de travailler en sous-effectif, mais bon, j'imagine que c'est pas ça. Voilà, comment vous l'appréhendez et comment vos collègues aussi l'appréhendent? Est-ce qu'il y a une vraie crainte ou alors pas vraiment? Alors pour l'instant, on n'en a pas trop parlé entre collègues, mais c'est vrai que ça va être compliqué parce qu'elle arrive juste avant les vacances d'été. C'est déjà, je sais que moi je travaille en neurologie, et ma cadre, je sais qu'elle m'a dit je vais encore fermer des lits parce que il va me manquer des infirmières et que c'est plus possible, ça va être les vacances d'été, que je pourrai plus faire tourner les services, et que si par là-dessus on se retrouve avec beaucoup de Covid, ça sera toujours ça en moins de lits, toujours ça en plus embouteillage dans l'embouteillage aux urgences. Donc je pense que ça va être très très compliqué. Pour un peu l'aspect technique là justement sur les lits, pendant longtemps on a eu le gouvernement nous a dit qu'ils augmentaient la capacité et le nombre de lits durant le Covid. On a même Olivier Véran à un moment donné qui parlait de 12 000 lits en réanimation en France. Comment ça s'est passé concrètement durant le Covid? Est-ce qu'il y a eu des nouveaux lits qui ont été créés et puis ils ont finalement disparu, on les avait mis dans le garage, c'était des lits qui étaient pris ailleurs? Est-ce que vous pouvez expliquer un peu le cycle de comment ça se passait et puis comment ça se passait pour vous à l'hôpital de Limoges? Les lits qui ont été ouverts, qui ont été transformés souvent en des lits de réanimation, c'est des lits qui ont été pris ailleurs. On a pu
transformé l'activité en la concentrant sur des lits de réanimation parce qu'on en avait besoin, parce que sur la première vague notamment où on a ouvert ces lits, l'activité autre que la COVID, toute l'activité autre que la Covid était arrêtée. On n'avait plus d'intervention chirurgicale, sauf les urgences, sauf voilà, mais on avait tout déprogrammé et on a pu donc récupérer entre les infirmiers anesthésistes notamment pour pouvoir ouvrir ces lits de réa. Donc ces lits, ils ont été ouverts au détriment de tout le reste de l'activité de l'hôpital. Et après, ils ne sont pas restés ouverts. Les lits de réa, nous, on les a gardés ouverts parce qu'on avait un réel besoin d'augmenter nos lits de réa. Mais ça veut dire qu'ils ont été ouverts au détriment d'autres lits qui sont fermés. Si on est à plus de 150 lits fermés, c'est pas pour rien. Cette crise à l'hôpital, elle a été très difficile, mais elle a été très bien, j'ai envie de dire, elle a été gérée par les professionnels. Et ça, c'est très important. C'est les médecins eux-mêmes qui ont décidé un petit peu comment l'hôpital devait se réorganiser et comment on devait faire. Après, ça a été un choc, ça a été brutal, parce qu'on a arrêté la vie de l'hôpital. Tout ce qui était consultation, tout ce qui était activité hors Covid a été arrêté, notamment pendant la première vague. Après, sur la deuxième vague, on a repris une activité avec quand même de la déprogrammation. À chaque fois, il y a eu quand même des patients qui ont eu du retard de soins. Et ce retard de soins, encore à l'heure actuelle, on n'a pas fini de le résorber. On est toujours en train de récupérer des patients qui n'ont pas été pris en charge correctement au moment où vous aurez le l'être à cause de la crise Covid. Et ça, vous avez des exemples des patients qui ont des conséquences je pense qu'il y a des patients qui ont eu des conséquences parce que une consultation qui est reportée de 2 ou 3 mois quand on est sur un suivi, alors il y a certaines pathologies où on n'a pas repoussé, on a essayé de garder parce que les pathologies cancéreuses notamment, on peut pas trop se permettre, mais il y a des fois vous avez besoin d'une intervention pour une prothèse de hanche, on peut considérer que c'est pas une urgence, sauf que c'est quand même important. Et quand vous souffrez parce que vous êtes dans l'attente de cette prothèse, quand on vous repousse de plusieurs mois, ben oui, ça peut avoir des conséquences. Entre-temps, vous pouvez vous dégrader d'autres choses. Et on a eu aussi, je pense, des conséquences sur la prise en charge de la personne âgée. Ça, c'est une certitude. Et donc, dernière question. Quels sont vos rapports aujourd'hui avec la direction, avec les ARS? Avez-vous le sentiment d'être entendu? Elles font ce qu'elles peuvent ou pas réellement? Et aussi notre question pour vous, Angélique, est-ce que vous souhaitez continuer dans la profession ou vous en êtes arrivé à un moment où vous vous posez la question? Moi, pour l'instant, je souhaite continuer. Après, j'ai trouvé un nouveau regain en m'impliquant dans le syndicat et un petit peu dans le combat, en fait, pour porter la parole de mes collègues et de mes collègues, voilà. Mais je pense que si j'avais pas trouvé un petit peu cette porte de sortie, je serais partie de l'hôpital. Je sais qu'avant, je travaillais en gériatrie. Et alors, la gériatrie, ça a été un gros choc pour cette crise Covid. Ils ont énormément subi, l'hôpital Chastain a subi de lourds dégâts, dirons-nous, et mes collègues qui travaillent là-bas ont passé des moments plus que difficiles. Je veux dire, c'était presque une zone de guerre. Enfin, à un moment, on va soigner les gens et les personnes âgées notamment comme ça. Donc manque de matériel, manque de personnel. Voilà, c'est pas possible de soigner les gens comme ça. Et voilà, je pense que si je m'étais pas impliquée plus dans le syndicat, réussir à changer de service aussi, voilà, j'aurais été à bout de souffle et je serais partie. Alors, soit partie en libéral, soit parfois j'ai pensé à peut-être changer de métier, mais qu'est-ce que je ferais? Effectivement, c'est un métier que j'adore et pour l'instant, voilà, j'ai pas envie de quitter parce que c'est une vocation quand même. Mais parfois, oui, quand je suis fatiguée et quand on est à bout, effectivement, on se pose la question. Et sur les relations avec la direction, peut-être, comment ça se passe? Alors, sur les relations avec la direction, on peut pas dire qu'on n'a pas de dialogue social dans notre établissement. Jusqu'à présent, on a un dialogue social. Mais on a un dialogue social qui n'aboutit pas puisque je crois que les directions des hôpitaux n'ont pas les moyens de faire changer les choses à l'heure actuelle. On attend beaucoup des ARS, mais les ARS, en fin de compte, sont le porte-voix et le porte-parole du gouvernement. Donc, tant que le gouvernement ne donnera pas d'autres directives et d'autres moyens aux hôpitaux, les hôpitaux feront avec ce qu'on leur donne. Et à l'heure actuelle, voilà, on est très inquiet à l'heure actuelle parce qu'on est en train de vouloir restructurer l'hôpital du Putrin, l'ancien hôpital qui est derrière nous, qui est commence à être vétuste et qui a encore pas de sanitaire correct dans les chambres, beaucoup de chambres à 2 lits. Donc il y a un plan de restructuration qui est mis en place pour dans les 10 ans à venir, 10-12 ans à venir. On est très inquiet parce que on a très peur que ce soit le financement pour financer ces travaux
qu'on soit comme quand on a construit l'hôpital D2 qui est tout neuf, c'est un des pizzas, il a fallu rendre des postes et fermer des lits. Ça a été ça la contrepartie, puisque pour que l'État aide, hein, c'est ce qu'on appelait le cadre du Copermo, c'était on vous donne ça, mais en attendant, vous rentrez dans la restriction budgétaire qu'on vous impose, c'est-à-dire moins de lits et évidemment, c'est moins de soignants, donc moins de lits. Donc on est très inquiet là-dessus, puisqu'on se dit si on construit un bel hôpital, mais que derrière, dedans, on n'a plus de soignants à y mettre, et qu'on accueille des patients dans des conditions qui sont pas satisfaisantes, c'est pas ce qu'on veut à la CGT. À l'ouverture des deux, c'est 110 lits qui ont été fermés. 110. Ouais. Et là, c'est vraiment la toute dernière question. C'est un peu la question aussi bonus. Si demain vous étiez député, quelle est la première proposition de loi que vous déposeriez pour l'hôpital public, chacune à votre tour? Moi, j'augmenterais les salaires. Ça serait la première chose que je ferais, c'est augmenter les salaires. Je pense que si on augmente les salaires, alors de toutes les professions, hein, Angélique l'a très bien dit, il ne faut pas penser qu'un hôpital, quand on parle, c'est soignant et que c'est infirmier et aide-soignant. Il y a déjà beaucoup de paramédicaux aussi, mais c'est tout ce qui est les ouvriers, les administratifs. Parce que quand vous rentrez à l'hôpital, la première chose que vous voyez, par exemple, c'est un personnel administratif qui vous accueille pour faire vos papiers. Ces gens-là, ce sont les plus petits salaires. Ils ont besoin d'être augmentés comme les autres. Donc, c'est une augmentation des salaires pour tous les agents. En fin de compte, ce serait une augmentation de la valeur du point d'indice, hein, pour tous les fonctionnaires. C'est ça, c'est pas d'une prime. Et je pense que si on avait des salaires plus corrects, on arriverait à recruter plus d'agents. Et évidemment, la deuxième mesure, puisque vous m'en donnez qu'une, mais moi j'en proposerai deux, c'est d'augmenter le nombre de places dans les instituts de formation et pour pouvoir recruter, avoir une vraie politique de recrutement de tous les professionnels. Et j'insiste parce que on a aussi des grosses difficultés dans le secteur des ouvriers qui œuvrent au quotidien pour le bien-être des patients. Et je pense comme Florence, hein, effectivement les salaires et il faut des bras à l'hôpital, il faut du monde pour bien travailler, pour bien prendre soin des patients. Dernier point, vraiment c'est la dernière. Comment ça s'annonce? Est-ce qu'il va y avoir des luttes là, sur l'hôpital, des rendez-vous syndicaux? Est-ce qu'il va se passer des choses durant l'été ou à la rentrée? J'en ai tout. Je demandais s'il y allait y avoir des luttes à la rentrée ou durant l'été pour l'hôpital, s'il y a des choses qui allaient être organisées, si vous étiez en train d'y réfléchir avec d'autres syndicats ou juste avec vos adhérents. Ça, c'est juste pour donner une piste aux gens si jamais ça existe. Si c'est pas le cas, c'est pas grave. Je pense qu'il y aura sûrement quelque chose à la rentrée. Pendant les vacances, c'est toujours compliqué, mais on n'est pas à l'abri qu'il puisse se passer quelque chose. Hein. On peut avoir un couac qui se passe et qui déclenche quelque chose. Mais les personnels sont en effectif minimum pendant l'été et surtout, tout le monde a besoin de ses congés. Les agents aussi, et je pense que si ça peut être un peu une trêve, hein, j'ai envie de dire, et une période estivale pour que tout le monde puisse se ressourcer, on laissera les gens un peu tranquilles, mais on n'est pas à l'abri qu'une étincelle fasse qu'il y ait un mouvement social qui démarre. Mais on espère à la rentrée qu'il y ait quelque chose qui se passe, en effet. Ouais, bien, merci beaucoup Florence et Angélique. J'espère qu'on se revoit plutôt à la rentrée alors. Vous avez des vacances, vous? Oui. Bon, je vous laisse vous prendre vos vacances que vous avez durement méritées. Et donc c'est Stéphane Le Dormont qui travaille justement à Chastin. On va pouvoir en parler avec lui de ce qui s'y est passé, notamment en gériatrie. Bon, merci beaucoup en tout cas. À bientôt. 25. Bon, du coup Stéphane, tu es notre deuxième invité. Tous les deux, on a 25 minutes à peu près maximum, 30 minutes si tu veux déborder. Je sais que toi, tu es un peu comme moi, tu es assez bavard. Ouais. Alors du coup, Stéphane, je te présente rapidement. Toi, aujourd'hui, tu bosses à Chastin, donc c'est en gériatrie. Ouais, c'est la gérontologie. Donc, tu es aide-soignant. Mais alors, surtout, juste, ça, c'est bon, on va moins en parler aujourd'hui, oui, mais c'est une reconversion professionnelle parce que toi, tu es un ancien de l'entreprise GMS, aujourd'hui devenue LSI Industrie. Du coup, tu fais partie de ceux qui ont changé. Ouais, qu'on foutu le bordel. Oui. C'est comme ça qu'il a dit. Macron. Oui, c'est vrai qu'il y en a qui foutent le bordel. Toi, t'as pas voulu aller chercher du travail à Ussel parce que c'est ce qu'il demandait aux gens des GMS. T'as préféré aller à Limoges, à la grande ville. Et donc, aujourd'hui, donc, tu y bosses depuis combien de temps à Chastin? Juillet 2019. Donc, depuis 2019. Donc aujourd'hui, est-ce que tu peux nous expliquer un peu ce que tu fais? Comment ça se passe? Quelles sont les conditions de travail? Et ce qui m'intéresserait, tout à l'heure, Angélique, notre invitée, disait qu'à Chastin, durant le Covid, ça a été un peu la guerre. Et voilà, j'aimerais savoir dans quelle mesure ça a été la guerre et toi, comment tu l'as vécu, comment tu le vis aujourd'hui. Alors moi, je vais être soignant donc à l'hôpital Chastin, donc en USLD, c'est de l'unité de soins longue durée. Donc oui, donc pour en revenir au Covid, donc
En décembre 2020, le Covid ne nous a pas épargnés, puisqu'on a eu, sur 56 résidents, ils l'ont tous attrapé. Et en l'espace d'un mois, on a eu 20 décès. Donc, on va parler du positif. Le positif, c'est que on a été à 60% d'absentéisme dû au Covid. Et le positif, c'est que la force du CHU a été que les services qui étaient, on va dire, pas impactés ou qui tournaient moins, sont venus nous prêter main forte. Donc, on n'était pas plus. Hein. Ils sont venus juste remplacer ceux qui n'étaient pas là, mais il aurait fallu être 2 fois plus. Donc, ça a été très compliqué, physiquement et psychologiquement, puisque autant de décès en si peu de temps, c'est beaucoup pour nous. Quoi. On a même des soignants plus aguerriquement, on va dire, ça a été très très compliqué. Donc on avait eu beaucoup d'espoir, puisqu'on avait rencontré la direction quelques temps après, et en leur expliquant quand même qu'il fallait que les choses changent. Quoi. Mais c'était que de l'espoir, parce qu'on s'aperçoit qu'aujourd'hui, il n'y a pas grand-chose qui a changé. Quoi. On va dire qu'on fait de l'auto-remplacement, puisque comme dans mon unité, on n'a pas, je touche du bois pour l'instant, pas trop d'absentéisme. Donc on va compléter dans les autres unités qui sont où il y a de l'absentéisme. Donc les arrêts, c'est des burn-out, c'est des arrêts longs, c'est des congés maternité, c'est des démissions, puisqu'il y en a eu encore récemment, même dans l'encadrement. Donc voilà, donc du coup, on est quand même très très déçus, parce qu'on attendait beaucoup plus de la part de la direction. Après, bien sûr, on dit, parce qu'on l'entend, même des gens de l'extérieur, oui, mais vous avez touché entre 200 et 400 euros, c'est les phrases de Macron, mais déjà, c'est pas tout à fait vrai, et c'est 183 euros sûrs, mais on dit jamais de combien on est parti, en fait. On dit, oui, 183 euros de plus, 200 euros de plus, mais de quel salaire, en fait? C'est ça, là, ce qu'il faut parler. Parce que ça veut rien dire, faut dire, on part de quoi? Alors donc, un aide-soignant, quand je suis rentré en 2019, mon salaire de base était à 1513. Okay. Voilà. Donc après, évidemment, ça c'est le salaire de base. Après, mais on a plein de primes. Donc on a par exemple la prime gérontologie, donc c'est la prime grand âge. Cette prime grand âge, elle est attribuée donc pour le personnel aide-soignant, uniquement ceux qui travaillent donc en gérontologie, mais elle n'est pas pour les infirmiers. Pourquoi? Parce que je sais pas, ils doivent pas travailler au même endroit que nous. Donc ça crée des divisions, faut pas se mentir. Hein. Et donc du coup, on ajoute plein de primes, et après ça fait un salaire qui est bien au-dessus des 1500 euros. Hein. Donc on rajoute aussi le Covid depuis récemment. Mais voilà, donc pour moi et pour mes collègues, hein, c'est largement insuffisant. Et c'est pas ça qui va rendre la profession attractive. Puisqu'on voit très bien que, peut-être que ça a évolué, mais moi le mois dernier, les chiffres que j'avais, sur le pôle 7, donc la gérontoclinique, on était à 18 postes d'IDE vacants, et 18 postes d'AS vacants et 13 d'IDE. Donc, AS et IDE. Tu peux nous, alors AS c'est aide-soignant, IDE c'est infirmier, okay. Diplômé d'État. Aide-soignant aussi diplômé d'État. Hein. Donc du coup, ça pose question, donc on entend dire oui la géronto n'attire pas, ça suffit pas quoi. Il faut donc elle n'attire pas, mais par contre on tourne avec des intérimaires. Alors donc moi ce qui m'inquiète, c'est qu'on met le privé dans le public, puisque l'intérim c'est on donne de l'argent public à des entreprises privées. Ça me gêne. Donc vu qu'on trouve du personnel en intérim, il devrait se poser la question pourquoi en intérim et pourquoi on n'en trouve pas. Donc c'est parce que l'intérim, les gens choisissent où ils veulent aller, le durée de la mission. Donc ça leur demande pas d'investissement, puisque nous, il y a les soins certes, mais il n'y a pas l'aide-soignant, il ne s'arrête pas aux soins, quoi. Comme elle disait, il y a l'administratif pour l'IDE, mais il y en a aussi pour nous, puisque nous, on doit gérer la commande des repas, on doit gérer la commande du linge, on doit gérer la commande des protections. On doit aussi, on peut aussi faire des activités quand le temps, c'est pas le temps, c'est surtout les moyens nous permettent en termes d'agents. Donc ça, c'est plutôt rare maintenant, puisque voilà, comme on pioche dans la réserve, on fait plus du tout ce qui était prévu. Qu'est-ce qui était prévu? Et par exemple, si on se dit, aujourd'hui on est en nombre, parce qu'il faut bien savoir que quand on fait une douche à une personne qui est dans mon service, ça mobilise 2 soignants. Parce que c'est souvent des personnes qui ne se mobilisent pas. Donc c'est ce qu'on appelle un chariot douche. Donc on utilise un lit qui est fait pour une douche. Donc ça mobilise 2 soignants.
Et donc, il est pareil, c'est une salle de bain qui est commune. On n'en a que 2. Ben, on pourrait en avoir 15, ça change rien puisqu'on n'a pas le nombre de personnel. Donc du coup, ça mobilise quand même 2 soignants. Et quand le matin, on est que, on va dire, le minimum, service minimum, c'est 7 pour 54 aides-soignants et 2 hôtelières. On appelle, c'est des personnes, c'est des aides-soignantes qui sont chargées de justement préparer les repas, les commander, parce que c'est un travail à plein temps, ça aussi. Peut-être plus largement aussi, avec toi, on avait déjà discuté, notamment sur la question de la dépendance, sur laquelle aussi tu avais pu... je t'ai déjà entendu parler là-dessus. Aujourd'hui, c'est quoi justement un peu, d'une part, vieillir en France, mais voilà, comment on traite nos personnes âgées. Toi, qu'est-ce que tu en penses de manière générale? Et aujourd'hui, qu'est-ce qu'il faudrait faire du coup en gérontologie pour améliorer aussi la prise en charge des personnes âgées? On reviendra toujours au même, hein. Il faut du personnel, parce que nous, on a quand même pas mal de choses. On a des kinés, on a des psychomotriciens, on a des ergos. Donc on a aussi malheureusement des médecins, mais on n'en a pas assez, puisque sur Chastin, au lieu de 450 lits, il n'y en a plus que 2,5, je crois. Donc le problème, c'est que voilà, on en reviendra toujours au même, c'est le personnel. Parce que comme je le dis, c'est pas parce qu'on est en USLD que, bien sûr, on fait de l'accompagnement et bien sûr que ces gens-là, malheureusement, ils finiront leur jour chez nous. Mais le but, c'est justement qu'ils les finissent le plus tard possible et dans les meilleures conditions possibles. Mais ça se fait qu'avec du personnel, qu'avec des moyens. Donc là, quand on parle toujours des soins, mais il y a aussi le contact. Il faut discuter avec eux. Mais on n'a pas le temps. C'est parce qu'on a le nez sur la montre, hein, tout le temps. Dire, voilà, j'ai passé tant de temps, là je suis désolé, il faut que j'ai un autre patient à faire, donc à voir. Donc du coup, ils aimeraient discuter, ils aimeraient. Et puis le Covid aussi a fait que ça a coupé plein de choses, parce que ils ont été, on leur a supprimé toutes ces activités à cause des restrictions sanitaires, leur famille pendant un temps, et donc du coup, puis on a aussi les familles, je dirais. Parce que les gens, ils viennent voir les résidents, donc c'est les membres de leur famille, donc ils posent des questions. Et ça aussi, ça doit faire partie du soin. Mais tout ça, c'est bâclé. C'est bâclé. Donc du coup, voilà, c'est tout ça qui fait que, quand on est à l'école, on n'apprend pas ça. Et nous, quand on reçoit des élèves, on les encadre au mieux possible. On prend le temps. Mais si on prend le temps, c'est que les autres collègues vont en faire plus. C'est obligé. Okay. Voilà. Et ça t'arrive souvent de t'excuser justement parce que t'as pas le temps et de devoir te justifier auprès des personnes dont tu t'occupes? Oui, c'est tous les jours. Parce que on regarde la montre, parce qu'on devrait pas, mais on regarde la montre et on se dit, là voilà, là de toute façon. Et malheureusement, quand on ouvre une porte, on sait très bien que c'est un patient qui s'appelle Roger et le patient suivant s'appellera Madeleine. Elle n'a pas la même demande, c'est pas la même prise en charge. Mais malheureusement, on ne peut pas leur consacrer plus de temps. Donc on va aller à l'essentiel sur le confort, mais sur le relationnel, on va pêcher, c'est clair et net. Alors que ça fait partie du soin, justement. Le relationnel fait partie du soin. C'est aussi ça qui... Et puis aussi, on devrait passer plus de temps justement pour leur préserver, sur la préservation de l'autonomie, pour justement, moins ils sont dépendants, moins on a de travail. Mais du coup, pour gagner du temps, on va faire plus que eux qu'on ne devrait faire. C'est-à-dire qu'on leur laisse, eux, ils pourraient par exemple se laver le visage. Non, on va aller plus vite parce qu'eux vont passer plus de temps. Donc nous, on va le faire parce qu'on a trop de toilettes. Voilà. Et donc toi, c'est un métier, c'est pas tout nouveau parce que maintenant ça commence à faire 3 ans que tu travailles. Mais avant, tu faisais un métier relativement différent quand même, hein, dans l'industrie. Ah oui, j'étais... Qu'est-ce que tu en penses de ton boulot? Est-ce que c'est un métier qui te plaît justement oui, moi ça. Je pense que tu vas y rester. Ah, mais moi j'ai 49 ans, donc j'espère bien y rester. En tout cas, je vais tout faire pour y rester, mais je vais y rester en essayant de faire changer les choses. C'est-à-dire que je ne vais pas y rester en disant on va continuer de travailler comme ça. Moi, mon objectif, il est clair et net, c'est que je suis là, mais je vais y rester. Et puis j'espère que quand je vais partir, les choses auront changé. Parce que moi et mes collègues, on va faire en sorte que les choses changent. Je ne vais pas le faire tout seul. Hein. Et je prends le micro pour qu'on m'engueule sinon. Et alors du coup, vous allez faire quoi pour que les choses changent? Comment ça s'organise là, la vie un peu, d'une part de lutte, mais l'organisation aussi à Chastin, et
peut-être que ça peut être l'occasion aussi de dire à des gens, d'une part de vous rejoindre, mais voilà, qu'est-ce que vous faites un peu là pour que les choses changent, quels sont les prochains rendez-vous s'il y en a, ou qu'est-ce que vous avez en projet de faire? Il faut déjà convaincre nos collègues que c'est possible, que les choses peuvent changer. Parce que c'est pas du tout le même monde d'où je viens d'avant, où je viens avant. C'était, voilà, à un moment donné, de toute façon, toutes nos têtes avaient tombé, donc tout le monde était dans la rue. Enfin, on n'était pas dans la rue, on a voulu faire sauter l'usine, mais à ce moment-là, on n'avait pas le choix. Là, c'est différent. Il y a une paye qui tombe à la fin du mois, chacun a ses soucis. Mais après, il faut aussi essayer de convaincre, en disant que, comme je l'ai dit il n'y a pas très longtemps, on a une réunion avec notre cadre, c'est que seul, on va plus vite, ensemble, on va plus loin. Donc c'est ce que j'essaye de faire passer comme message, que on peut faire changer les choses, mais après c'est à nous de le vouloir, quoi. Donc elles en ont conscience, mais il faut le travailler, il faut l'expliquer, et puis quand t'as pas de réussite, t'as pas de victoire à leur annoncer, oui, mais bon, ça changera rien. Donc du coup, si petit à petit, ça prend du temps, mais ça va se greffer, hein. Regarde, nous, on nous disait que oh là là, on n'y arrivera jamais, on a gagné au prud'homme, on a fait réintégrer des salariés, donc du coup, je m'appuie aussi sur cet exemple, parce que bon, notre lutte est devenue emblématique, et je m'en sers, je le cache pas, hein. Et je l'assume. Ok. Et Justement, toi, tu as quand même tout ce travail-là sur la victoire, sur la grève aussi, la mobilisation des salariés, aussi sur le fait de gagner, comme tu l'as dit justement au prud'homme. Aujourd'hui, quand même, un des points que je vois, mais en tout cas, c'est que pour gagner, il faut qu'il y ait de l'espoir. Est-ce que tu as le sentiment que tous tes collègues sont résignés, mais en fait, la question, c'est est-ce qu'il y a eu un moment donné où il y a eu de l'espoir, notamment, est-ce que pendant le Covid, ça a nourri quelque chose, peut-être d'un après pour l'hôpital, ou d'ores et déjà, toi, tu savais que c'était foutu et qu'il allait rien se passer? Moi, je veux dire, ce que j'ai vu pendant le Covid, c'est qu'on a été très, très solidaires. D'ailleurs, on nous l'a fait remarquer, notre cas nous l'a fait remarquer, que sans cette solidarité, on n'aurait pas tenu, quoi. Ça, c'est clair et net, comme je l'ai dit. On a eu des collègues qui sont venus, c'était volontaire, hein. On a eu des collègues de l'HME, on a eu de partout. Donc, ce qui prouve bien que quand on veut se mobiliser, on y arrive. Et donc là, c'est peut-être tout bête, mais des fois, il manque du matériel dans le service. Bon, comme je suis membre de la commission exécutive, de temps en temps, je le dis, tiens, il manque ça, tiens, faudrait en parler. Et on a réussi à obtenir 2-3 bricoles, toi. Mais ces 2-3 bricoles, ça, je leur dis, vous voyez, c'est pas venu tout seul, quoi. Donc du coup, je pense qu'on va y arriver. Mais il faut du temps, et puis des prises de conscience, mais ça va venir. De toute façon, si tu es négatif, c'est pas la peine. Autant arrêter tout de suite le métier, quoi. Alors du coup, 2 dernières questions. La première, est-ce que tu as l'impression aujourd'hui d'avoir quitté l'usine pour retravailler dans une usine? Et ensuite, l'autre, c'est si toi tu étais député, qu'est-ce que tu porterais comme proposition de loi à l'Assemblée nationale? Alors moi, oui, sur le fait, bien sûr, à un moment donné, on va pas se mentir, on est toujours le nez sur la montre, tout le temps, parce qu'à telle heure, il faut avoir fait ça, telle heure, il faut avoir fait ça. Oui, c'est un peu l'usine, mais c'est une usine un peu différente quand même. Là, je m'occupe d'être humain. Hein. Demain, c'est peut-être moi qui serai dans ce lit. Donc, c'est quand même assez différent. Après, si j'étais député, qu'est-ce que je ferais? Qu'est-ce que je proposerais? Alors, c'est ce que j'ai dit tout à l'heure, c'est que moi, je proposerais une loi santé sur laquelle on met tout à plat. Parce que là, on est arrivé à un système qui est à bout de souffle. Alors, mettre des pansements, sans faire de jeu de mots, ça va 5 minutes, quoi. Des petites bricoles de là, non, on arrête tout. Moi, dans l'entreprise où j'étais, X fois, elle a été rachetée pour 1 euro. Mais c'est marrant, on parle de la dette de l'hôpital. Mais moi, les entreprises quand elle a été rachetée, on n'a pas parlé de la dette. Ils sont assis dessus. On a dit non, mais je la reprends sans la dette pour 1 euro. Pourquoi là, on peut pas dire la dette, on s'en fout, allez, hop, on n'en parle plus, elle n'existe plus. On fait une loi santé, mais une vraie loi, pas un truc. On met autour de la table des médecins, des infirmiers, des aides-soignants. On fait des groupes de travail dans différents endroits, différentes circonscriptions, même départements, si on veut le faire à l'échelle du département. Et puis après, toutes ces idées-là, elles remontent. Et puis on construit un vrai projet de loi santé. Voilà. Ça n'a pas l'air compliqué, pour moi. Il suffit juste de la bonne volonté. Ok. Écoute. Merci beaucoup Stéphane. Merci à toi. Bon, là on relance le live Facebook. Il s'est arrêté, pas à cause de la pluie, il s'est arrêté pour des soucis techniques, je sais pas trop. En tout cas, là, ce qui est sûr, c'est qu'il pleut, qu'on est en train de se prendre une petite averse dans la nuque.
Et déjà que moi j'avais un peu la crève, j'espère que ça va pas me mettre complètement KO. Et donc tout le monde est autour de nous cette fois. Là, donc on continue. Donc j'ai avec moi Sylvain Pala, qui est le représentant local du collectif Interhôpitaux. Merci Sylvain d'être là. C'est un peu toi qui a apporté quand même. On t'a beaucoup entendu dans la presse récemment et même dans la presse nationale. Je crois que tu es passé sur RMC et Inter pour le boycott de la certification qualité, c'est ça? Donc peut-être qu'on pourra après en toucher un tout petit mot rapide pour que tu nous remettes en contexte un peu ce que c'est. Aujourd'hui, moi si t'es là, ça aurait été pour parler un peu de la lutte à l'hôpital, mais également aussi de ce qui se passe localement et au national. Pourquoi pas de la mission Flash, parce que tout à l'heure, quand on a discuté, tu m'as appris que la mission Flash d'Emmanuel Macron, elle existait vraiment. Moi je pensais que c'était du flan, d'ailleurs c'est aussi pour ça qu'on avait lancé cette commission d'enquête en disant vu qu'ils lancent pas leur mission Flash, on va le faire. Donc là je viens d'apprendre que c'était lancé, donc tant pis, on va faire doublon avec eux. Et l'autre question, voilà, c'est un peu ce qui se passe sur les autres CHU, sur l'aspect un peu plus de combativité, etc. Donc voilà, est-ce que je te laisse te présenter et puis nous parler de tout ça, et puis après on pourra échanger aussi. Merci pour l'invitation. Donc en fait, je suis médecin dans le service de médecine interne au CHU Limoges depuis 12 ans. Je représente le collectif Interhôpitaux au niveau de l'établissement et effectivement je me bagarre un petit peu, je bataille un petit peu depuis maintenant 2 ans pour essayer d'alerter sur les difficultés de l'hôpital public, qui sont plus des difficultés, qui sont cristallisées en une immense souffrance. Voilà, beaucoup de difficultés actuellement à l'approche de l'été évidemment, mais aussi à l'issue des différentes vagues de Covid. Voilà, alors si on veut faire un état des lieux actuellement, finalement, il n'y a pas d'originalité, il n'y a pas de nouveauté. Ce qui se passe ici, c'est à l'image de ce qui se passe un peu dans tous les hôpitaux de France. De grandes difficultés aux urgences, parce que l'urgence, c'est la vitrine, les services d'urgence, c'est la vitrine du CHU. Donc, effectivement, quand l'hôpital va pas bien, ça se voit d'abord aux urgences. Moi, j'étais d'astreinte ce week-end, il y avait encore 80 malades aux urgences qui étaient en attente de lit d'hospitalisation. Voilà, vous avez peut-être vu la vidéo, c'est passé sur France 3. 80 malades aux urgences. Voilà, ma collègue qui était de garde aux urgences m'expliquait que pour ausculter le patient devant elle, il fallait qu'elle enjambe d'abord le brancard du malade devant elle, voilà, qu'elle auscultait par-dessus un autre malade pour pouvoir ausculter le patient. Voilà, ce sont des procédures dégradées auxquelles malheureusement on est en train de s'habituer. Voilà. Donc difficultés aux urgences évidemment, mais difficultés dans tous les services du CHU. Voilà, j'ai appris hier qu'il y avait 150 lits fermés dans le CHU, au CHU de Limoges. Alors des lits fermés par faute de personnel. Alors personnel déjà engagé qui est en arrêt maladie par exemple, ou personnel qui a fait désertion, qui est parti, qui a démissionné de l'hôpital public. Ça aussi c'est une réalité. Voilà, moi dans mon service il y a 4 ou 5 infirmiers qui sont partis ou vont partir dans les semaines qui viennent. Voilà, donc concrètement, moi ce week-end j'ai fonctionné dans mon service, dans un des 2 étages, il y avait une infirmière intérimaire, voilà, qui ne connaît pas le service, qui est là pour 1, 2, 3 jours, puis qui repart. Vous comprenez bien que pour la continuité des soins et pour la qualité des soins, il y a mieux. Voilà. Donc des lits fermés, des personnels manquants, peu d'attractivité finalement, et des gens qui restent et qui sont en souffrance, voilà, des gens qui pleurent, des gens qui sont tristes, qui n'ont pas de cap, qui n'ont pas de perspective. Qu'est-ce qu'on fait cet été? Je sais pas, vous êtes parents, vous avez des enfants. On sait, quand on fait un métier de santé, qu'il faut tourner à l'hôpital, qu'il faut répartir les vacances sur l'été. Tout le monde ne peut pas partir entre le 14 juillet et le 15 août, évidemment. Mais on s'organise. Et là, on est le 24 juin, je crois. Les personnels paramédicaux n'ont pas de visibilité sur leur planning après le 14 juillet. Voilà. Ils ne savent pas ce qu'ils vont faire cet été. Et quand vous venez de subir les vagues de Covid, les difficultés, les arrêts des collègues que vous avez donnés, que vous avez essayé de forcer pour que ça tienne, là vous vous effondrez, quoi. Sans cap, sans perspective, sans horizon, vous vous effondrez. Et on va perdre, à mon avis, les derniers soignants vaillants qui ont essayé de résister dans le service public. Donc on en vient aux solutions. Qu'est-ce qu'il faut faire finalement? Qu'est-ce qu'il faut faire? Alors, on va se mettre d'accord d'emblée, il n'y a pas de solution miracle. On ne rattrapera pas 15 ans de chienlit dans le domaine de la santé en une semaine. Voilà. L'été, il va être terrible quoi qu'on fasse. Ça, c'est évident. L'été, il va être terrible. Mais il me semble que la moindre des choses, que ce soit au niveau local ou national, c'était de donner un peu d'espoir aux gens qui sont là. Voilà. Je disais tout à l'heure, un horizon. Un cap, quelque chose, quoi. Auquel se fixer. Et leur dire, écoutez, c'est difficile. Mais
on va revoir vos salaires. Voilà, parce qu'il faut en parler, ça, c'est pas tabou. Hein. Les salaires, une infirmière en France, malgré les augmentations du Ségur, elle gagne encore 10% de moins que la moyenne européenne. Voilà. Ça, c'est un signal. Voilà. Dire, écoutez, galérez, c'est dur, ça va être compliqué cet été, on vous promet du sang et des larmes, mais voilà, on va essayer de tout faire pour vous augmenter à la hauteur de la moyenne européenne. On ne demande pas d'être top one des pays de l'OCDE, hein. On demande juste d'être à la moyenne européenne. Ça, c'est une première chose. Et la deuxième chose, et c'est facile à faire, c'est parler des ratios soignants-malades. Voilà. Concrètement, moi, dans mon service, l'infirmière, aux soins continus, elle a 10 malades à gérer. Voilà. Elle a 10 malades, elle s'en sort pas. Quand c'est lourd, quand il y a sur ces 10 malades, 4-5 malades très très lourds, elle s'en sort pas. Et ben, revoir les ratios, c'est peut-être dire que dans un service de soins continus où les patients sont plus lourds, et ben, on met une infirmière pour 8 malades. Voilà. Ça, c'est un signal fort. Ça engage à rien dans l'immédiat, mais c'est dire aux soignants, j'ai entendu que votre souffrance, elle était déjà pécuniaire, mais qu'elle est surtout dans les conditions de travail. Et c'est des choses simples qu'on peut déjà annoncer avant l'été, même si on les met en place qu'à la rentrée. C'est un signal fort. Là, qu'est-ce qu'on a eu comme signal ? On est sur le versant national, finalement. Ça se décide pas. Voilà, le ratio soignant-malade, c'est pas une décision locale, c'est une décision à l'échelle nationale. Donc, qu'est-ce qu'on a eu comme signal fort ? On a eu une énième mission, la mission Flash. La mission Flash, la fameuse mission Flash, dirigée par le docteur Braun, qui est le président du SAMU de France, qui est un gars qui est engagé d'emblée avec Emmanuel Macron dès sa campagne. Et cette mission Flash, elle fait suite, rappelez-vous chronologiquement, au Ségur. Alors le Ségur, moi je suis un des premiers déçus du Ségur, hein, on pourra en parler, mais voilà, il y a eu le Ségur. Le Ségur a eu le mérite au moins de poser un diagnostic. Si on veut rester dans le lexique médical, dans le champ lexical médical de la santé, le diagnostic il a été fait il y a 2 ans. Voilà, le diagnostic il est fait. Vous avez notamment le rapport NOTA qui a été fait à l'occasion de ce Ségur, qui énonce toutes les problématiques dont je parle, dont on parle depuis 2 ans. Donc le diagnostic est fait. Vous avez un rapport du Sénat dans la foulée qui a alerté sur les difficultés du domaine de la santé et des soignants, qui parle des ratios, qui parle des oubliés du Ségur. Tout ça est clairement verbalisé. Et la Cour des comptes aussi. Et le rapport de la Cour des comptes qui en a remis une couche. Donc, je veux dire, les diagnostics qui sont faits. Voilà. Maintenant, on est à la croisée des chemins. Il faut, à l'heure où on est au fond du seau, nous, au fond du trou, il faut que les gens, nos décideurs, prennent leurs responsabilités. Voilà. Il faut du courage. Il faut un vrai courage politique, là. Et il faut prendre des décisions. Ça va être difficile, ça va être long, ça va pas se régler en un quinquennat, ça c'est évident, mais il y a des vraies décisions à prendre. Et en attendant que les choses se mettent en place, voilà, un signal, un horizon, un espoir pour les gens qui se bagarrent sur le terrain et qui en peuvent plus. Voilà, moi je trouve que ça aurait été élégant de la part de notre gouvernement avant les vacances de faire un geste, quelque chose. Et cette mission Flash, elle est un peu insultante. Voilà. Moi alors je me suis intéressé, hein, j'ai regardé ce qu'il y avait dans la mission Flash. Il y a des choses que je suis en train de vous raconter, hein. Voilà, le docteur Braun, dans son interview dans La Croix, là, il y a 4-5 semaines, il explique qu'il faut augmenter les salaires des soignants, que c'est pas décent, qu'il faut augmenter les effectifs. Mais il y a des choses qui, moi, me gênent énormément. Voilà, il y a aussi le fait de créer des gestionnaires de lits. Voilà, d'inventer un poste où il y a une personne aux urgences qui va jouer à Tetris avec les patients, quoi. Voilà, il y a une place là, il va aller là. Parce qu'effectivement, le médecin, quand il a 80 malades au milieu des urgences, il n'a pas le temps de chercher où sont les livres et comment et pourquoi. Il perd du temps, c'est pas une perte de temps, mais finalement, quand il y en a 80 à voir, si, ça devient une perte de temps. Dans un monde idéal, tu as 10 malades aux urgences dans la nuit et tu les gères et tu prends le temps. Il faut 1 heure, 1 heure et demie par malade, par expérience. Moi, j'ai fait des gardes aux urgences. Voilà, je sais que pour bien gérer un malade de bout en bout, il faut 1 heure, 1 heure et demie. Un malade qui doit être hospitalisé, j'entends. Hein. Faire l'observation, faire les prescriptions, récupérer les prises de sang, les examens complémentaires, il faut 1 heure, 1 heure et demie. Voilà, comment vous faites quand vous en avez 80 ? Il y a bien un moment où il faut rogner sur quelque chose. Donc voilà, on s'est dit, plutôt que de créer des lits, d'augmenter l'attractivité pour les soignants, peut-être de séduire un peu les soignants, on va créer un poste de gestionnaire des lits. Voilà, moi, je trouve qu'on marche sur la tête, quoi. Voilà. Mais ça, sur la question des gestionnaires de lits, et moi, je sais qu'une des choses sur lesquelles j'aimais bien défendre la ligne, c'était de dire qu'Emmanuel Macron, en fait, il y a pas eu de changement de cap entre le avant et le après Covid. Notamment, moi, l'histoire de gestionnaire de lit, j'étais pas au courant, mais je me souviens d'un moment où Emmanuel Macron est allé à l'hôpital et avait dit qu'à l'hôpital public, il n'y avait pas de problème de moyens, mais il y avait que des problèmes d'organisation. Il y avait aussi, ça me fait aussi penser à Jean Castex qui disait la dernière fois que la crise a mis en lumière
les difficultés de l'hôpital public, quoi. Donc le sentiment, et toi qui as vécu, ça fait un moment que du coup t'es à l'hôpital, donc c'est clairement ça, c'est qu'il n'y a pas, en fait, il y a pas d'évolution drastique, il n'y a pas eu de changement de cap, quoi. Non, il n'y a pas eu de changement de cap. Et moi, cette sérénade de l'organisation, elle me file des boutons, quoi. J'en peux plus. Je veux dire, ça fait 15 ans qu'on nous sort, c'est une histoire d'organisation. Moi, je suis arrivé ici il y a 12 ans. Je me souviens d'un entretien avec le directeur à l'époque. Il nous dit non, mais ça va aller, c'est parce que vous n'êtes pas bien organisé. L'organisation, il faut faire confiance un peu aux gens qui sont sur le terrain. Voilà. Pendant le Covid, il y a eu une sidération terrible et on s'en est sorti. Voilà, on a pris les choses en main, on s'est adapté parce que c'est notre métier. Voilà, on sait ce qu'il faut faire, on sait s'adapter. Donc le coup de l'organisation, moi, l'argument de l'organisation, je ne peux plus le recevoir. Il est même insultant, je veux dire. À l'aube du Covid, on peut plus nous dire ça. On peut plus nous dire ça. On connaît la réalité du terrain et les difficultés et on sait faire. Maintenant sur les gestions des lits, sur les suppressions de lits, moi j'ai envie de poser une question. Moi je suis dans le bâtiment du Puy-Train 1, le bâtiment du Puy-Train 2 qui a été rénové, qui est un beau bâtiment, mais qui a quand même nécessité des suppressions de lits. Voilà, il y a des lits qui ont été supprimés pour rénover ce bâtiment. On est en plein dans l'organisation du projet de rénovation du bâtiment du Puy-Train 1 qui est derrière vous. Moi je voudrais clairement qu'on nous dise combien de lits vont être sacrifiés pour rénover le bâtiment. Voilà. Ça, c'est une question très spécifique, voilà, parce que rénover les bâtiments, c'est indispensable. Le bâtiment du Puy-Train 1 a besoin d'une rénovation, mais si c'est au prix de lits de soignants à chaque fois, on sortira pas de cette situation infernale. On est dans un cercle vicieux. Et pourquoi il y a des suppressions de lits? C'est qu'ils profitent de la rénovation comme une aubaine pour fermer des lits, ou alors c'est que non, en fait, la rénovation nécessite nécessairement d'avoir, je sais pas moi, plus de place, des lits plus grands, enfin, et du coup, ça supprime des lits automatiquement. Ah, moi, si tu me poses la question à moi, je répondrai par la première réponse. Voilà, oui, c'est effectivement une opportunité à chaque fois. Pour moi, c'est à chaque fois une opportunité de supprimer des lits parce que les directives nationales ont été telles depuis 15 ans. Voilà, l'objectif, on profite de la restructuration avec comme argument phare le virage ambulatoire, c'est-à-dire on remplace un soin en hospitalisation par un soin où le patient n'est hospitalisé que la journée et ne dort pas à l'hôpital, sauf que je suis désolé, si tu viens un week-end aux urgences, si tu étais venu le week-end dernier, tu aurais vu que les 80 malades qui attendaient un lit d'hospitalisation, ils sont pas gérables en ambulatoire, c'est là qu'on se trompe, voilà. Les patients qui stagnent aux urgences sont des patients qui sont malades. Et c'est ça qui me gêne aussi dans la mission Flash, et pas que dans la mission Flash, dans tout ce que je peux lire actuellement sur ce sujet, on est focus actuellement sur les patients qui ne doivent pas venir aux urgences. Voilà. Il y a un chiffre très intéressant, c'est le rapport de la Cour des comptes qui le dit, donc ça doit être vrai. 20% des malades qui viennent aux urgences ne relèvent pas des urgences pour être gérés sans examen complémentaire par un médecin généraliste. Très bien, 20%. Il faut bien comprendre que le week-end dernier, encore une fois, c'était pas ces malades-là qui coinçaient aux urgences, c'est pas ces malades-là qui vont rester 5 jours sur un brancard. Si tu as une angine et que ton médecin traitant peut pas te voir le week-end, t'as trop mal que tu vas aux urgences, tu vas être géré au niveau du cours. Ça s'appelle le cours, c'est l'entrée des urgences, et tu ne vas pas être hospitalisé, tu ne vas pas rentrer dans le circuit d'hospitalisation. Alors effectivement, ça va mobiliser un interne, un médecin peut-être. Voilà, ce médecin interne, pendant qu'il s'occupe de toi, il pourrait être dans le circuit hospitalisation. Mais je reviens à mon 20%, c'est pas le problème principal. Voilà. Et moi, je suis effaré que dans cette mission Flash, on soit focus sur ces malades-là et qu'on ne parle pas des malades, du profil des malades qui restent aux urgences 3 à 5 jours, qui sont des malades qui ont des cancers, qui ont des maladies du sang, qui ont des pathologies chroniques cardiaques, rénales, pulmonaires, et qui sont souvent âgés, hein, et qui ne trouvent pas de lit d'hospitalisation. Donc pour l'instant, moi, quand je lis l'article notamment du Dr Braun, je ne vois pas de réponse à mes questions pour ces malades-là. Okay. Justement sur la question des urgences, c'est vrai que c'est souvent le point qui est amené en disant qu'aujourd'hui les urgences sont de la bobologie et que donc finalement voilà, il faut empêcher les gens d'aller aux urgences pour rien et que c'est eux qui bloquent le système. Par ailleurs, moi je me souviens que c'était quelque chose que j'avais entendu mais bien avant le Covid, je sais plus, sur France Inter avait été invité je crois que c'est Sabrina Ali Ben Ali à l'époque, et il lui avait dit quelque chose de la sorte ah mais les médecins, elle avait dit que du coup il y avait des actes de violence, parce que c'est comme ça qu'avait démarré la grande grève des hôpitaux en 2019, parce qu'il y avait eu des soignants qui avaient été agressés, et qu'en fait la question qu'on lui posait c'était est-ce que la société est de plus en plus violente, mais alors qu'elle disait mais non, mais c'est pas le sujet, c'est aujourd'hui les gens qui attendent aux urgences des plombes, au bout d'un moment ça leur fait péter les câbles. Et par ailleurs, un des points moi qui me choque un peu, je sais pas si t'as entendu parler, je sais pas comment ça fonctionne concrètement,
tu sais, après le Covid, la première mesure qu'ils mettent en place, c'est faire payer 19,61 € les gens qui vont aux urgences mais qui sont pas hospitalisés. Est-ce que ça existe toujours? Et concrètement, dans les faits, qu'est-ce que ça change? Est-ce que ça fait qu'il y a moins de gens aux urgences? Ou est-ce qu'au contraire, ça fait même plus de bureaucratie et de paperasse pour les soignants ou les qui doivent les gérer? Alors, je sais pas si j'en ai entendu parler, évidemment, je sais pas si c'est mis en place ici. Évidemment. Non, moi je vais pas payer. Non, c'est une idée assez perverse finalement. Hein. C'est comment faire de l'argent tout en dissuadant les gens de venir. Alors que l'idée, le cheminement vertueux, c'est plutôt de chercher à étoffer le tissu médical, paramédical en amont de l'hôpital, quoi. Voilà. Moi, je connais plein de généralistes, plein de libéraux en ville qui sont aussi au bout du bout, hein, qui sont en grande difficulté. Voilà, c'est un peu court de vouloir, mais c'est un mauvais réflexe qu'on a en France depuis très longtemps. On essaie de régler tous les problèmes de la santé en France au niveau de l'hôpital, mais et que ce soit au niveau financier, au niveau organisationnel, au niveau démographique, on n'a que ce levier-là finalement. Et on n'arrive pas à se projeter sur autre chose, mais je crois que si tu améliores le tissu, la démographie médicale, paramédicale en amont, et ben tu solutionnes déjà les 20% de patients qui viennent aux urgences et qui ne devraient pas y venir, ça c'est évident. Mais tu améliores aussi la prise en charge des autres malades, parce que les malades dont je vous parlais, qui attendent un lit d'hospitalisation, je prends un exemple, tu es diabétique et il n'y a pas assez d'endocrinologues dans la région où tu vis. Et ben, t'es pas bien suivi. Voilà, peut-être ton généraliste va de temps en temps, mais bon, tu vas pas trop parce que bon, il faut payer à chaque fois aussi. Voilà, tu fais un déséquilibre de diabète en week-end. Ton diabète est déséquilibré. Ben, où tu vas? Tu fais une acidocétose, une forme grave de déséquilibre du diabète. Ben, tu vas aux urgences. Et tu dois être hospitalisé. Mais on peut peut-être s'imaginer que si la démographie endocrinologue au niveau de la région était un peu mieux, au niveau de ton département, de ton agglomération, et ben ton diabète est un peu mieux suivi, un peu mieux traité, et tu fais pas l'acidocétose. Et tu vas pas aux urgences. Donc ce qui est vrai pour les malades qui relèvent pas des urgences, est un peu aussi pour les malades qui en relèvent. Si on n'améliore pas l'amont, mais de manière intelligente, on n'améliorera rien. Moi, je veux bien qu'on enlève les 20% de malades qui ne doivent pas aller aux urgences, mais il y aura toujours 80 malades aux urgences l'été, qui a un peu de canicule. Hein. Voilà, donc ça, c'est important. Alors, c'est facile de le dire. Hein. Maintenant, vous savez tous que pour former un médecin, il faut 10-15 ans. Voilà, donc ça ne va pas se faire tout de suite. Voilà. Mais je suis convaincu que si on améliore l'amont, l'aval ira mieux. Hein. Parce que de la prévention, quoi. Voilà, et ça, c'est le lien. On est raccord sur le diabète. Voilà, le diabète, l'hypertension artérielle, le tabac, le cholestérol, les facteurs de risque cardiovasculaire. À l'heure actuelle, ce qui est valorisé à l'hôpital, c'est de faire des actes. D'accord ? Si vous avez un infarctus et qu'on vous met des ressorts dans le cœur, ça fait gagner beaucoup d'argent à l'hôpital. D'accord ? Par contre, si votre médecin en amont, depuis 3 ans, bataille avec vous, pour vous faire maigrir, pour vous faire arrêter de fumer, pour bien équilibrer votre diabète, faire baisser votre cholestérol, ça, c'est pas valorisé. Donc, vous voyez bien qu'il y a un côté un peu pervers, là. Voilà. On valorise en bout de chaîne le geste sur les complications, mais est-ce qu'on prend bien en charge la prévention ? Je veux dire, dans les pays scandinaves, la base de la santé, c'est la prévention. Alors après, il ne s'agit pas de rajouter ça encore aux généralistes qui sont au bout du bout déjà, mais peut-être en valorisant, voilà, en faisant un contrat de confiance, rémunéré, voilà, des objectifs. La prévention, c'est le socle de la médecine, voilà. Et on l'a oublié. Et du fait de la perversité de la tarification, quoi. La valorisation des actes qui fait que nous, on est dans le tout technique, on est emballé là-dedans, et voilà, et toujours plus, et ouais, mais toujours plus. Alors du coup, maintenant, on en vient à vous, avec le CIH, même avec d'autres. Qu'est-ce que vous avez pu mettre en place aussi pour batailler un peu? Alors je comprends, moi j'imagine que vous devez être déjà tous crevés, et ça on l'a bien vu même sur les minutes de silence, effectivement, au bout d'un moment les gens ils sont fatigués en fait. Et donc vous, comment vous faites dans un contexte pareil, avec des gens, autant de gens fatigués, pour batailler, essayer de vous faire entendre par les médias, mais en fait surtout dans le fond par les politiques, quoi. En fait, on a essayé de faire plein de choses. On a essayé de faire notamment ce que tu es en train de faire, c'est-à-dire que il y a 2 ans, moi on avait invité avec les membres du CIH local, on avait invité tes prédécesseurs. C'était 4-5, je crois, et il y en a qu'un qui est venu.
Et on a discuté, et ça n'aboutit à pas grand-chose finalement, hein. C'était qu'une discussion, voilà, rapidement pondérée par le fait que financièrement c'était pas possible, quoi. Voilà, on pouvait pas sauter, on pouvait pas faire. C'était avant le Covid ou après? C'était avant, c'est juste avant. Vous l'avez pas revu après? Non. Donc voilà, on a alerté tous à notre niveau les politiques, hein, voilà. Ici on avait fait ça, mais mes collègues à Paris ou dans les autres villes, on fait des lettres, on fait des entretiens, on fait des interviews comme un peu ce qu'on est en train de faire, hein. On a fait des manifs, on a fait plein d'actions, et puis notamment dernièrement on a proposé, nous, et ça on était les premiers en France à le faire, on a proposé de boycotter la certification. La certification, c'est, vous savez, c'est cette espèce de procédure obligatoire pour tous les établissements de santé publics ou privés qui vise à évaluer les procédures à l'hôpital, à vérifier que les procédures sont bonnes. Et voilà, et nous, on a voulu dénoncer l'absurdité d'une évaluation des procédures alors que le soin en lui-même est menacé actuellement dans tous les hôpitaux de France. Voilà. Et j'avais dit, on nous demande si la vaisselle est bien faite et bien rangée alors que la maison brûle, quoi. C'est un peu ça, c'est un peu le côté un peu imbécile des procédures dans laquelle on est empêtré à l'hôpital, mais pas qu'à l'hôpital, dans tous les services publics, quoi. Et Du coup, dernière question pour moi, et après tu pourras ajouter aussi si tu veux. Si là tu étais député, c'est quoi la première proposition de loi que tu proposerais? Alors, je le dis, je le répète, il n'y a pas de solution miracle. On n'arrivera pas à régler le problème là, avant l'été, et même l'année prochaine, et il me semble qu'il faudra peut-être même un ou deux quinquennats si les bonnes décisions sont prises. Mais ce que je dis, ce que je répète depuis 2 ou 3 semaines, c'est que ce soit au niveau national ou local, les gens qui résistent, parce qu'on est au stade de la résistance là, à l'hôpital, ont besoin d'un signal fort, ont besoin d'un cap, d'un horizon. Voilà. Là, moi j'ai des gens autour de moi qui pleurent tous les jours, voilà, qui me disent moi j'en ai marre, je sais pourquoi je suis là, voilà. J'ai des gosses, cet été je sais pas si je peux prendre mes vacances, je sais pas, est-ce qu'il faut que je déréserve le centre aéré. Les filles elles ont pas leur planning localement, après on n'a pas de visibilité sur les plannings au CHU après le 14 juillet. Qu'est-ce qu'on fait? Moi je sais pas, moi je sais où je vais en vacances cet été, voilà. J'ai la chance d'être dans un service où on est en nombre suffisant, et voilà, on a eu la chance de pouvoir poser nos vacances. Ben, voilà. Les infirmières dans mon service, les aides-soignantes, c'est pas si évident que ça. Donc moi je crois que les gens, avant l'été, qui va être difficile, quoi qu'on fasse, ont besoin d'un signal fort, et ce signal fort, il doit venir de l'établissement, qui doit anticiper les choses. Je suis désolé, voilà. Le CHU de Bordeaux a fermé 600 lits la semaine dernière, a prévu de fermer 600 lits au mois d'août, pour que le personnel puisse prendre les vacances. J'ai rien entendu de tel au niveau du CHU de Limoges. Voilà. Je pense qu'il faut prendre ses responsabilités, il faut anticiper les grandes difficultés qu'on connaît déjà et qu'on va connaître, qui vont être pires, à mon avis, cet été, sachant que le Covid revient, que je ne sais pas ce que ça va donner dans un mois. Au niveau national, parce que ça, voilà, ça peut pas se décider au niveau local, au niveau national, le signal fort, pour moi, il y en a deux. Il y a 2 signaux. Il y a le ratio soignant-malade. Voilà. Il faut absolument que le prochain ministre de la Santé propose de modifier les ratios soignants-malades. Voilà. Une infirmière en soins continus qui a 10 malades, elle ne peut pas s'en sortir. Voilà. C'est trop compliqué en ce moment. Voilà. Moi, ce qu'elle me demande, c'est d'avoir que 8 malades, par exemple. Voilà. C'est ça les ratios soignants-malades. Ça, c'est un signal fort. Et même si on ne le fait pas tout de suite, ça peut faire énormément de bien dans les têtes aux gens qui bataillent en ce moment. Et le deuxième signal, je suis désolé, mais il est salarial. Voilà. Une infirmière gagne en France 10% de moins que la moyenne européenne des salaires dans les infirmières. Donc les paramètres doivent être augmentés. On ne demande pas des sommes folles, elle demande d'être à la moyenne européenne des salaires. Voilà. Ça, c'est 2, à mon avis, mesures qui doivent être prises immédiatement pour donner un peu d'espoir aux gens, voilà, et les faire tenir cet été. ok. Bah, très bien. Sauf si tu as quelque chose à ajouter. Je pense. Bon, bah écoute, merci beaucoup Sylvain, et puis voilà, je pense qu'on se revoit, j'espère pas trop vite en allant à l'hôpital déjà, mais c'est surtout aussi, on se revoit peut-être en septembre pour voir ce qui s'y passe. D'ici là, j'espère quand même que tout le monde va pouvoir avoir des vacances et se reposer un petit peu. Puis toi, si t'en as, profite-en bien, parce que à mon avis en septembre ça va être assez chargé, quoi. Et je te souhaite d'avoir aussi un bon ministre ou une bonne ministre, mais je t'avoue être assez dubitatif là-dessus. Voilà, merci beaucoup. Merci. Bon, salut Thierry. C'est demain.
Du coup, t'es notre dernier invité de l'après-midi. T'as de la chance parce que toi t'arrives quand il s'est arrêté de pleuvoir, donc j'imagine que t'as fait un peu exprès, quoi. En plus on sait pas d'où il pleuvait tout à l'heure, toi t'arrives en t-shirt, casquette, lunettes de soleil, donc je me dis que tu sors du boulot. Alors bon, du coup l'objectif aujourd'hui c'est un peu de vous laisser parler, de savoir quel sujet vous voulez mettre en avant, quelles sont les problématiques à l'hôpital. Alors je vais te laisser peut-être te présenter, que tu nous dises un peu ce que tu fais, depuis combien de temps t'es là, et aussi qu'est-ce que tu vois aujourd'hui sur l'hôpital qui déconne. S'il y a des choses qui vont bien, tu peux aussi le dire, mais voilà, est-ce qu'il y a des choses à améliorer rapidement ou plus ou moins à long terme? Enfin voilà, je te laisse un peu te présenter, après on échangera tous les deux et on part sur une trentaine de minutes. Ça marche. Eh bien, donc bonjour, je suis donc Thierry Collat, je suis aide-soignant brancardier au pôle de brancardage du CHU de Limoges. Accessoirement, je suis aussi donc représentant syndical de Sud Santé Socio 87. Alors moi, je ne vais pas vous parler de... Alors, ça fait à peu près 20 ans que je suis donc, dans l'hôpital. J'ai commencé donc sur Chastin, donc j'ai vu un petit peu. Je viens du privé, mais je n'avais pas du tout de vocation, je veux dire, médicale à l'origine. C'est vraiment une reconversion totale. Je ne regrette pas, mais malheureusement, depuis les dernières années, on se rend compte que finalement, la bienveillance qu'on devra apporter, je veux dire, à l'ensemble de la population, s'étole de plus en plus. Moi, je ne vais pas vous parler de chiffres, parce qu'en fait, je veux dire, les chiffres, on peut faire dire de ce qu'on veut, et puis je veux dire, je pense que les intervenants précédents, je veux dire, ont fait ce qu'il fallait. Moi, je vais vous parler de pourquoi je suis arrivé à l'hôpital, finalement. Pourquoi, je veux dire, je reste à l'hôpital public, et voilà. Je me dis qu'il y a des valeurs très importantes qui sont que mes collègues portent tous au quotidien, des valeurs d'humanité, de dignité, de respect de l'autre, d'accompagnement. En fait, on ne demande pas grand-chose, nous, à l'hôpital public. On demande simplement de pouvoir apporter ces valeurs-là, je veux dire, à la population qui nous le demande tous les jours, quoi. Et à cause de soucis économiques qui finalement ne devraient pas nous concerner ou pas nous impacter, eh bien on se rend compte que on peut pas rendre cela, je veux dire, à la population. Et ça, c'est d'une tristesse malheureuse. Moi, je sais pas, je veux dire, vous avez un grand-père qui reste 72 ou voire plus sur un brancard qui fait 60 cm de large, qui a des soucis médicaux, etc., et qui va rester comme ça. On va passer devant lui, qui peut pas parler. Je veux dire, où elle est la dignité de cet homme-là qui a travaillé pour la société pendant toutes ces années? Où elle est, je veux dire, où elle est cette valeur-là que finalement on n'arrête pas de nous demander de véhiculer alors qu'on nous en donne pas les moyens. Et c'est triste finalement parce que nous sommes, je veux dire, si je me trompe pas, la 5e puissance, je veux dire, mondiale, et on n'est pas fichu d'apporter, je veux dire, un réconfort à ces gens-là qui sont en fin de vie et qui ont aidé, je veux dire, à l'économie, je veux dire, à la puissance sur laquelle nous sommes. Et c'est pas bien. Je trouve que c'est pas bien et que finalement, quel que soit, je veux dire, l'homme politique qui sera, je veux dire, au gouvernement, il devrait se dire oui, mais là on a un échec. Là on a un échec au-delà de ce que ça peut coûter, parce que la santé a un prix, mais finalement elle n'a pas de valeur. Ou plutôt elle a de la valeur, mais elle n'a pas de prix. Je sais pas comment vous dire. Mais quelque part, je me dis que c'est un peu dommage, quoi. Ok. Et toi, du coup, donc t'es attaché à l'hôpital public, et malgré tout ce que tu dis, parce qu'aujourd'hui, je sais que tu y es allé aussi parce que tu voulais servir aussi en même temps. Il y avait l'aspect grande dignité, et là, tu donnes le sentiment qu'aujourd'hui, c'est plus vraiment le cas. Alors, toi, tu vas continuer ou tu penses plutôt arrêter, et quelle est aussi la philosophie de tes collègues autour de toi? Est-ce que tu as le sentiment qu'ils sont dévoués à la même mission? Et qu'aujourd'hui, est-ce qu'on n'est pas en accélération de la perte de sens? En fait, alors pour ce qui me concerne, je veux dire, je vois mon avenir quand je me retourne, à l'âge où j'ai. Mais pour tous mes collègues, que ce soit les soignants ou les paramédicaux, comme les techniques, les logistiques, les secrétaires, parce qu'en fait, il n'y a pas que les aides-soignants et les infirmiers dans un hôpital. On a besoin de tout le monde. Parce que si le cuisinier il est pas là, je veux dire, personne ne mange. Si la secrétaire elle est pas là, je veux dire, on peut pas faire de bons, on peut pas faire de commandes, on peut rien faire. Si le logistique il est pas là, rien n'avance, quoi. En fait, l'hôpital c'est un tout. Et
on peut pas supprimer des postes de logistique ou de secrétaire sous prétexte qu'ils sont trop nombreuses pour en rajouter, pour faire plaisir, je veux dire, à une corporation comme les soignants. Et vice versa, c'est pareil. Dans ce cas-là, on n'a qu'à supprimer quelques directeurs et puis je veux dire, le week-end ça marche très bien. Hein. Donc voilà. Mes collègues, eux, je veux dire, ils sont comme moi. Hein, je veux dire, au-delà des problèmes qu'ils peuvent rencontrer, eh bien, ils s'accrochent à rendre le service public le plus bienveillant possible. Et ça devient de plus en plus compliqué parce qu'en fait, à cela, il arrive la démotivation, la perte de sens, comme le disait tout à l'heure mon collègue, et puis finalement. Eh bien, on finit par abandonner quand on a 5-6 ans d'ancienneté, et je trouve ça dommage. Il y a quelques années, avant le Covid, quand les infirmières notamment partaient sur d'autres cieux, je veux dire, c'était pour faire du libéral ou pour voilà, mais c'était toujours dans le domaine médical. Aujourd'hui, les collègues qui s'en vont quittent carrément la fonction. Et moi, je sais pas, moi, je suis ministre de la Santé, je me dis, il y a un problème, quoi. Je veux dire, les gens avant, ils partaient, mais ils revenaient, enfin, il y avait un turnover, ça a toujours existé. Mais là, ils quittent carrément la fonction. Et ça n'interpelle personne. Moi, j'ai pas fait 20 ans d'études, hein, et je me dis, il y a un lézard, quoi. Sur ça, si, justement, ça interpelle parce que moi, j'ai lu Olivier Véran, c'était dans le journal du dimanche, c'était il y a de longs mois, il y a au moins 8 mois. Il disait que justement il s'interpellait et que ça l'interpellait et que même ce qu'ils allaient faire c'était d'aller prendre contact avec Pôle emploi pour essayer de voir s'il y a des soignants qui se sont inscrits sur Pôle emploi pour aller potentiellement les uns après les autres les appeler, les convaincre de revenir. Voilà, tu vois, qu'est-ce que t'en penses? Apparemment ça n'a pas l'air d'avoir marché, hein. Enfin, je sais pas. Maintenant on peut revenir sur plusieurs décennies de gouvernement, hein. Je veux dire, depuis que... Alors les syndicats, c'est vrai que les syndicats, généralement, ils les empêchent de tourner en rond. Je veux dire, forcément, ils sont chiants, ils font des grèves, etc. C'est galère. Seulement, ça fait longtemps qu'on commençait à dire, attention, l'hôpital public, ça craint, etc. Personne nous écoutait, et puis quelque part, on nous regarde un peu de haut. Très bien, mais le monstre, c'est eux qui l'ont créé. Le mot, si on regarde, c'est économie. Donc, comme ils ont que ce mot-là à la bouche, forcément. Et maintenant, ils sont tout étonnés en disant, on va faire des commissions flash. Ah ouais, c'est génial, commission flash. Ça fait des années que nous, on est déjà flashés. Donc, oui, mais c'est eux qui ont créé. Ils ont créé cette situation. Ils ont tous créé cette situation. Maintenant, c'est à eux de se débrouiller. C'est pas au personnel à sucrer ses vacances pour faire des heures supplémentaires, etc. Ils ont pas besoin de ça. Ils sont déjà usés. Donc, ça sert à rien. Non. Je veux dire, il faut vraiment, je veux dire, avoir une vraie politique sociale, une vraie politique médicale, et arrêter de se regarder, je veux dire, en disant qui commence le premier à dire ce qu'il faut faire, quoi. On s'en sort pas, sinon. On s'en sort pas. Sur justement, là j'allais te demander, toi parce qu'il y a les vacances, mais en même temps il y a les vacances, en même temps il y a la canicule, en même temps il y a le Covid, on nous parle de la 7e vague qui va arriver. Toi tu vois les choses comment là? Est-ce que tu les vois est-ce que tu es assez inquiet, ou même tes collègues, toi et tes collègues? Enfin, vous voyez les choses arriver comment vous? En fait, on le voit avec... je sais pas comment dire, mais en fait, on voit les problèmes arriver, je veux dire, bien avant, je veux dire, nos institutions. Je sais pas comment ils font pour pas voir. Ils devraient sortir de leur bureau, je pense. Hein. Mais en fait, la canicule, la chaleur, c'est tous les ans maintenant. Donc, quelque part, on aurait pu peut-être prévoir un petit peu, je veux dire, pour cette année. Bon, c'est pas fait, parce que de toute façon, à l'hôpital, on prévoit rien. Tu pars à la retraite demain, je vais dire, ah mince, voilà, du coup il faut trouver quelqu'un. Voilà, c'est toujours comme ça. Le Covid, on sait que ça va revenir de toute façon, donc ce qu'on va faire pour la paix sociale, et puis surtout pour ne pas inquiéter la population, on va imposer la vaccination, je veux dire, à tous les soignants. Comme ça, on aura fait un truc bien. Ouais, les Covid seront toujours là. Et puis c'est tout. Alors si, ce qu'on va faire, c'est que on va demander donc à la population de ne pas venir aux urgences, de faire le 15 avant. Mais le problème, c'est que la régulation du 15, en fait, ils sont nombre de personnel. Donc en fait, vous allez saturer, je veux dire, le service d'urgence, enfin le service de régulation médicale, donc le SAMU. Ils vont avoir des appels, ils vont exploser, donc ils vont pas tenir. Mais on aura dit aux gens de ne pas venir à l'hôpital, quoi. Donc voilà, on aura fait les choses bien, quoi. Donc en fait, c'est ça, on fait les choses à l'envers.
Là, quand tu parles justement du SAMU, le sentiment que ça donne, enfin, si tu lis ça avec les urgences et avec les déserts médicaux, en fait, t'as l'impression aujourd'hui que il y a plus aucune, ouais, mais qu'il y a aussi plus aucune entrée à l'hôpital. Enfin, on va arriver à un moment donné où toutes les entrées potentielles vers la santé sont bouchées. Tu vas aller voir ton médecin généraliste, t'en as plus. C'est ça. Tu vas aller voir les urgences, en fait, tu peux pas trop, on te décourage. Enfin, t'appelles le SAMU, on te dit de pas y aller. Et une fois que si tu vas aux urgences directement, tu peux te faire refouler ou alors il y a plus de place pour s'occuper pour s'occuper de toi. Aujourd'hui, il y a aussi la question des jeunes générations. Toi, est-ce que t'en vois arriver de plus en plus qui arrivent quand même à l'hôpital? Est-ce que c'est stable à ce niveau-là? Ou est-ce que tu as quand même le sentiment, toi, depuis le temps que tu travailles ici, qu'il y a de moins en moins de personnes qui veulent bosser à l'hôpital? Il y a ceux qui partent, mais est-ce que dans les nouveaux, tu sens qu'il y a de moins en moins qui veulent y bosser? Ah oui, il y a des jeunes collègues, infirmiers ou aides-soignants, il y en a pas plus tard qu'un hier qui me dit ah ben moi de toute façon j'ai pas prévu, et il est élève, hein, il est même pas encore engagé, hein, et il me dit mais moi il est hors de question que je travaille à l'hôpital. Ah, bon, alors quelque part c'est Il va aller dommage. faire quoi? Eh bien je ne sais pas. Je ne sais pas, donc je pense qu'il va aller dans le privé peut-être, il trouvera peut-être son bonheur là-bas, tant mieux pour lui. Le problème c'est que à faire comme ça, mais que ce soit le côté médical ou le côté paramédical, il faut savoir une chose quand même, c'est que les stages de formation et les stages d'apprentissage se font la plupart du temps dans le public. Ça veut dire que si un jour l'hôpital n'a plus les moyens d'avoir des des stages, parce qu'on ne peut plus, je veux dire, accueillir les stagiaires, où il n'y a plus d'hôpital, imaginons qu'il n'y ait plus d'hôpital, je veux dire, c'est pas le privé qui va le faire. Et donc, quelque part, le privé, à un moment donné, s'il nous donne pas un petit coup de main en disant non, mais non, on va peut-être rectifier le tir et peut-être pas arrêter de s'en mettre plein les poches et peut-être finalement aider l'hôpital parce que vraiment on en a besoin, y compris pour la formation, peut-être que les choses arrangeront. Parce que là, on est en train de scier la branche sur laquelle on est assis. Okay. Alors du coup, c'est une question que j'ai posée à tout le monde tout à l'heure, tu as dû l'entendre quand tu étais à côté et qu'il y avait Sylvain. Si toi aujourd'hui, Thierry Collas, tu deviens député, ouais, quelle est la première proposition de loi que tu vas défendre et que tu vas proposer à l'Assemblée nationale? Je pense que je vais pas être très original, hein. Je pense que ça va être ça. Ça va être déjà, je veux dire, recruter massivement, je veux dire, du personnel. Alors, quand je dis recruter massivement du personnel, je ne dis pas d'aller chercher, je veux dire, des gens pour boucher des trous et des postes, hein. Non, il y a suffisamment de gens qui essayent, je veux dire, d'avoir des places et qui ont des compétences, et je veux dire, il suffit d'aller les chercher. Je veux dire, l'hôpital de Bordeaux, aujourd'hui, je veux dire, a dit qu'il allait recruter 250 personnes cet été pour ouvrir, donc, ses lits, je veux dire, au mois de septembre. Je veux dire, bon courage, parce que nous, je veux dire, sur les 76 ou 77 donc IDE vacantes et les 42, je crois qu'on a, je veux dire, ou 32 qu'on a d'AS, je sais plus les chiffres, je veux dire, on a recruté pratiquement personne. Je sais pas comment on va faire, hein, je veux dire, on est mal, hein. Alors, comment on recrute massivement si on... je veux dire, peut-être regarder les côtés professionnels. Il y a des gens, en fait, c'est ça. On tourne autour. Il y a des ASH, par exemple, qui ont envie de progresser, qui ont envie de se former, qui ont envie de devenir aides-soignants, des aides-soignants qui veulent finir infirmiers. Et ces gens-là, on les bassine avec des protocoles, je veux dire, très contraignants, en leur disant, voilà, il faut changer de service plusieurs fois, il faut faire ci, il faut faire là, il faut faire un projet professionnel, alors qu'ils ont donné toutes les valeurs, quoi. Et du coup, ces gens-là, on les démotive dès le départ. Voilà. Donc, pourquoi? Parce que, écoute, je veux dire, un professionnel, il coûte de l'argent, donc, à l'institution, alors qu'aller chercher des gens à l'école, je veux dire, et remplir les classes, et finalement, ça rapporte de l'argent. Seulement, le problème, c'est que, on va prendre un peu tout le monde, quoi. Donc, si à la NPE, après, on impose, je veux dire, à telle ou telle personne d'aller faire, je veux dire, aide-soignant ou SH, alors que c'est pas du tout son truc, finalement, on va pas gagner, quoi. Alors, en effet, ce sera pas sur une saison, ce sera pas sur 2 saisons. Je pense qu'il va falloir se mettre les bouchées doubles. Et puis, sur 5 ans, peut-être 10 ans, peut-être redresser la barre, quoi. Mais en effet, je veux dire, aujourd'hui, on est très mal. Alors, en ce moment, là, on prend des intérimaires, ça coûte une fortune. Et puis voilà, c'est triste. Ok. Est-ce que tu as quelque chose à rajouter là-dessus? Bon, bravo et merci à toi, Thierry. Et puis, du coup, on se voit, j'imagine, plutôt en septembre. Je sais pas s'il y a des choses qui vont être mises en place un peu chez Sud. Je vais avec les collègues, notamment Florence qui était là donc tout à l'heure. Oui, je pense que oui, ça va bouger. Ça va bouger. De toute façon, ça ne peut que bouger, sinon, à un moment donné,
on abandonne, quoi, on ferme les portes. D'ici là, t'as un peu de vacances? Alors moi, je fais partie d'un service qui, je veux dire, n'est pas trop impacté par les vacances. Alors on a beaucoup d'arrêts, parce que le métier que je fais est assez pénible physiquement, donc on a beaucoup d'arrêts, mais bon, on arrive à tenir, et donc tant mieux. Alors normalement, je devrais pas être touché, mais je croise... Après, je les prends en septembre, donc c'est vrai, quelque part, je vais passer l'été ici. Donc, Bon, ben dans ce cas, on se voit en septembre, et puis ben, bonnes vacances d'ici là à toi. Merci beaucoup. Merci. Bon. Et bah du coup on a fait le tour. Je pense qu'on va pouvoir couper le live, réextraire les vidéos, redécouper, essayer de mettre ça sur tous les réseaux sociaux possibles. Mais surtout derrière, dès qu'on a l'opportunité de faire des amendements, etc. et de défendre tout ça, on va faire ça. Et puis rester surtout alerte si on fait d'autres commissions, que ce soit à Limoges ou même ailleurs, mais surtout que ce soit aussi sur d'autres sujets. Et voilà, je sais pas s'il y avait encore des gens sur le long live de 4 heures, mais en tout cas merci à toutes celles et ceux qui ont suivi, ne serait-ce qu'un petit peu, et merci à toute l'équipe pour l'organisation. Merci beaucoup.